Pour cette formation de la gestion comptable et fiscale des laboratoires, ça va dérouler en 6 séances. Et ça sera, c'est-à-dire, on verra le programme détaillé. Sinon, je me présente, Shabak Sid Ahmed, je suis commissaire aux comptes, consultant financier et comptabilité. Là, on va, c'est-à-dire, faire la présentation du programme très rapidement. Donc, pour le programme, il y aura l'introduction à la fiscalité, donc pour comprendre le régime fiscal en Algérie, les déclarations fiscales pour la deuxième séance, le calcul des amortissements, les provisions et les plus-values, ainsi la tenue de la comptabilité, le système de calcul de coûts et la gestion RH et déclaration parafiscale. Donc ça, c'est que d'après la demande que j'ai comprise, c'est-à-dire le besoin, c'est de comprendre en manière générale de quelque sorte, de quelques types, et d'autres plus détaillés, c'est-à-dire comment, pour comprendre la tenue de la comptabilité, comment on fait les déclarations fiscales, qu'est-ce qu'il y a à faire, qu'est-ce qu'il n'y a pas à faire. Donc, on verra dans cette formation ensemble. Donc, voilà. Donc, il y aura la présentation et après, on peut ouvrir un débat pour les questions. Donc, je vais faire la présentation et après, vous pouvez noter vos questions, chacun pour. Et à la fin de la présentation, on le. Donc, pour la première séance concernant l'introduction à la fiscalité. Donc, on sait qu'en Algérie, on a deux types d'entreprises. On a les personnes physiques, c'est-à-dire l'entrepreneur euh, agir à son nom propre, donc avoir un registre commerce à son nom propre, ou bien il peut avoir comme personne morale, c'est-à-dire une URL, si URL ça veut dire une seule personne, et SARL, c'est plus deux personnes. Donc, la différence, c'est quoi? C'est que, c'est-à-dire, pour la personne morale, on aura les obligations que pour la société, c'est-à-dire les biens personnels de ces biens, ils ne sont pas adhérés à cette société. Donc, voilà, généralement en Algérie, on trouve les URL beaucoup plus et après vient les SARL et après ça dépend donc voilà le choix que l'entrepreneur il veut le faire. Donc ça, d'avoir cette différence entre comprendre pourquoi personne physique et personne morale, même c'est-à-dire même pour nous déclarations fiscales et même pour nous le régime fiscal qu'on doit le suivre. Ça c'est très très important. Donc et lorsque on comprend bien c'est quoi une personne physique et personne morale, donc le régime fiscal, ça va être plus facile et plus clair. Donc pour les régimes fiscaux, donc on a trois régimes. On a le premier régime, c'est le régime forfaitaire. On a le régime réel simplifié et on a le régime fiscal réel. Donc, عندنا ثلاثة les régimes si soit une personne physique ou bien une personne morale doit, c'est-à-dire à quel régime doit être adhéré. Est-ce que c'est un choix, est-ce qu'une obligation, est-ce qu'il y a des conditions? Donc, on va voir ensemble pour chaque type de ces régimes la définition, les conditions, les obligations qu'on doit. Pour le premier régime, c'est le régime forfaitaire IFU. Donc, l'impôt forfaitaire unique, c'est un impôt simplifié qui regroupe la taxe de valeur ajoutée, TVA, et l'impôt sur le revenu global. Ça veut dire que les صحاب l'IFU, ما دايرينهمش un TVA ou directement, ils ne facturent pas avec TVA. Donc, بالنسبة لهم, il y a un impôt à régler, c'est-à-dire il y a deux déclarations, on doit le faire. Donc, l'idée, c'est que l'IFU, il n'est pas soumis à la TVA.
Donc, il peut pas récupérer TVA, il ne peut pas facturer avec les TVA. Donc, quelles sont les sociétés, c'est pas les sociétés, c'est-à-dire là, pour le régime EFU, il n'y a pas une société, personne morale qui peut accéder à ce régime. C'est uniquement pour les personnes physiques. Les personnes morales ne peuvent pas avoir ce régime. Donc, mais pour les personnes physiques, ça veut dire qu'ils exercent une activité industrielle, commerciale, non commerciale, lorsque leur chiffre d'affaires annuel n'excède pas 8 millions de dinars. Ça veut dire, si je suis une personne physique, donc je dois de ne pas dépasser les 8 millions de dinars pour être bénéficié pour ce régime. Donc il y a aussi pour les coopératives d'artisanat d'art et traditionnel, lorsque leur chiffre d'affaires annuel n'excède pas 8 millions de dinars. Donc il y a aussi pour les coopératives, donc هما تاني داروا لهم cet avantage باش يكونوا dans ce système. Il y a aussi pour les personnes physiques commercialisant des produits de large consommation dont le prix ou la marque sont réglementés ou plafonnés. Donc voilà, c'est-à-dire les produits laitiers comme le halib ou la qahwa ou l'alcool, donc ils sont dans ce régime s'ils veulent accéder par le vente en détail et tout ça. Donc même s'ils dépassent le 8 millions de dinars en large consommation, donc il peut être toujours avoir bénéficié pour ce régime. Il y a aussi pour les FUS, pour les personnes physiques exerçant une activité sous le statut d'auto-entrepreneur, mais là, c'est 5 millions de dinars au lieu de 8 millions de dinars. Donc, les statuts d'auto-entrepreneur, les le régime FU, donc, il ne doit pas dépasser les 5 millions de dinars pour qu'il bénéficie de ce régime. Donc, là, généralement, le régime pour les personnes physiques. Donc, mais le personne, donc on va voir, il y a des activités qui sont exclues de les FU. Donc, parmi eux, les activités de promotion immobilière et de lotissement de terrain, ça veut dire il le registre à son nom en personne physique, mais s'il fait l'activité de promotion immobilière, il est exclu même les FU. Les activités d'importation de biens et de marchandises destinées à la revente en l'état, les activités achat-revente en l'état exercé dans les conditions de gros, c'est-à-dire les grossistes, donc on a les grossistes, mais qu'on l'impôt forfaitaire unique. Les activités exercées par les concessionnaires, les activités exercées par les cliniques, établissements privés de santé, ainsi que les laboratoires d'analyse médicale. Donc voilà, maintenant, s'il y a quelqu'un qui pose la question pourquoi les laboratoires médicaux sont destinés toujours pour le régime réel simplifié ou bien le régime réel, parce qu'ils n'ont pas le droit d'avoir le régime le forfaitaire unique. Donc il y a d'autres activités, donc il y a à peu près 20, les activités restauration d'hôtellerie classées, les affineurs et recycleurs des métaux précieux, les travaux publics hydrauliques et de bâtiments, le commerce de détail exercé dans les grandes surfaces, location véhicules, location d'engins et matériels, les agences de voyage et de tourisme, l'agence de publicité et de communication, formation et enseignement divers, agent général et courtier. Donc à partir de celui-là, le commerce de détail exercé dans les grandes surfaces, en 2025. Donc voilà les activités qui ont ajouté les personnes qui sont physiques, qui sont exclues du régime l'impôt forfaitaire unique. Donc pour le taux de l'impôt forfaitaire, comment il est calculé sur les encaissements, sur le chiffre d'affaires. Donc 5% pour les activités de production et de vente de biens, 12% pour les autres activités et 0,5% pour les activités exercées par les activités sous le statut auto-entrepreneur. Donc, à deux les trois taux qui existent pour les FU. Donc, on va voir la manière qu'ils font la déclaration. Donc, pour les obligations déclaratives, donc, il y a la déclaration d'existence, c'est-à-dire la déclaration d'existence, donc qui compte, c'est-à-dire avoir le registre commerce et tout ça. Donc, il y a une obligation d'avoir la déclaration d'existence, c'est le G8. Donc, les contribuables doivent souscrire une déclaration d'existence dans les 30 jours du début de leur activité auprès de l'inspection des impôts.
Donc, début de l'activité, avant, c'était le contribuable qui choisisse la date. C'est-à-dire, il peut avoir son agrément, je sais pas, en 2015, et après, il peut exercer l'activité en 2018 et il choisit la date de 2018. Maintenant, c'est-à-dire, les services des impôts, ils suivent le registre commerce ou bien la date d'installation. Donc, une fois avoir le PV d'installation, ou bien, c'est-à-dire on peut avoir un agrément, mais on n'exerce pas. Donc, comment les services des impôts prennent une date, donc il faut avoir une date d'installation. Donc, cette date, elle est prise en charge pour le début d'activité. Il y a, pour les déclarations, ils ont une déclaration prévisionnelle, le G12. C'est quoi le G12? C'est-à-dire, avant le 30 juin, je vais faire une déclaration prévisionnelle. Ça veut dire je vais estimer mon chiffre d'affaires et je vais le déclarer, l'imprimer. Après, lorsque on fait le prévisionnel, donc il y aura une déclaration définitive. Le définitif, ça veut dire j'attends jusqu'à le 20 janvier, lorsque je termine l'exercice, par exemple en 2026. Donc en 2026, je vais faire le J12 avant le 30 juin. Donc on dit le délai 1er janvier jusqu'à 30 juin pour faire cette déclaration. Donc on a le chiffre d'affaires prévisionnel, ce n'est pas le réel. Après, à la fin de l'exercice, au 31-12, donc on connaît les encaissements terriers. Donc je vais faire une autre déclaration, c'est le G12 bis. Donc on a déclarer les recettes réelles. Et je prends si j'ai fait un chiffre d'affaires prévisionnel, par exemple, de 5 millions de dinars, en 31-12, je découvre que j'ai fait 6 millions de dinars, donc je vais faire le règlement pour la différence. Ça veut dire 1 million de dinars, il a compte 5%, l'activité revend, on a compte la prestation, donc 12% sur le 1 million de dinars, c'est le complémentaire à faire. Donc, même pour ce régime, c'est-à-dire s'ils ont des salariés, donc là, il faut le GC compte trimestriel. Donc, il y a un imprimé spécial parce qu'on a le GC compte et on a d'autres imprimés GC compte trimestriels. Donc, les prochaines séances, donc, on chauffe les modèles les imprimés en détail, comment ils sont là et qui font donc, sont soumis au régime de l'impôt forfaitaire unique, sont tenus de verser la somme due au titre de l'ERG catégorie traitement et salaire, ou plus tard, les 20 du mois, le suit trimestre civil échu au titre duquel les retenues ont été effectuées comme suit. Donc, on a la déclaration trimestrielle pour les FU, donc généralement, il y a moins de 10, moins de salariés, donc il y a juste une déclaration trimestrielle où il déclare l'IRG. Et après, on aura la déclaration annuelle, le G29. Donc, les contribuables sont tenus de souscrire une déclaration G29 avant le 30 avril de chaque année. Donc, pour l'exercice 2026, c'est-à-dire pour le G9 qui va être déposé en 2027, donc là, il va être en télédéclaration directement, comme le système Jibayatic. Donc, il va avoir cette déclaration et aussi on doit avoir le Haja li zadouha jdida aussi pour 2026, c'est qu'on doit remplir le NIN, le numéro d'identification nationale. Ça veut dire on demande des cartes nationales, les salariés. Fait G29, avant, on ne remplit pas le NIN, mais maintenant, c'est à partir pour la G29 qui va être déposée en 2027, c'est-à-dire le G29 de l'exercice 2026. Donc là, on doit avoir l'obligation pour renseigner le NIN. Il y a aussi pour la déclaration de la taxe d'apprentissage et taxe de formation. Avant, oui, il y a une question. Ah, d'accord. Ouais. Donc là, pour la déclaration de taxe d'apprentissage et taxe de formation professionnelle, c'est-à-dire si on a moins de 10%, on est dans l'obligation d'avoir cette taxe d'apprentissage. Si on est plus de 20, on doit avoir aussi pour la taxe de formation. Bon, pour la nouveauté pour l'exercice 2026, ça va être semestriel. Donc la date, ça sera avant
le 20 juillet et l'autre avant le 20 janvier. Et, pour cette année, c'est-à-dire on doit le déposer avant le 20 février 2026 si on a des salariés et on n'a pas des apprentis, donc on doit régler 1% de la masse salariale. Donc, quels sont Oui, Excusez-moi, oui, est-ce que vous pouvez répéter le point? Je n'ai pas vraiment compris. d'accord. Là, pour la taxe d'apprentissage et la taxe de formation. Donc, la taxe, on paye cette taxe, c'est 1% pour la taxe l'apprentissage et 1% pour la taxe de formation. Si on a, par exemple, moins de 20 salariés, on n'est pas concerné par la taxe de formation. Mais si on a un seul salarié, on est concerné par la taxe d'apprentissage. C'est quoi la taxe d'apprentissage? Ça veut dire si on n'a pas à voir dans le labo ou bien l'entreprise un apprenti, donc voilà, on fait le règlement de 1% de la masse salariale. Oui, c'est vrai, c'est-à-dire les labos ne sont pas concernés pour le régime IFU. Donc là, on fait juste une brève présentation pour les trois régimes qui existent. Donc, Madame a posé une question qui concerne la taxe d'apprentissage et qui concerne aussi le régime, quel que soit réel ou bien le régime simplifié. S'il vous plaît, moi aussi j'ai une petite question si c'est possible. Oui, Par rapport à la déclaration d'existence. oui, C'est lorsqu'on a dit qu'on va déclarer une fois dans les 30 jours après l'obtention de certificat d'existence ou un truc à cas. Ou sinon, si on déclare pas, si on commence pas l'activité, il faut faire déclarer une date d'installation au lieu de la date d'existence. non, c'est pas la date d'existence, mais la date d'agrément, par exemple. D'accord. Oui. Et si on commence pas l'activité avec la date d'agrément, qu'est-ce qu'il faut faire? Là, si on commence avec la date d'agrément, ça pose pas de problème. C'est-à-dire, Si- parce que le problème avant, qu'est-ce qui se passe? C'est-à-dire, j'ai un agrément, je suis pas installé. Donc, là où je veux installer, je vais mettre une date j'avais la liberté pour choisir la date. D'accord. D'accord. Maintenant, il n'y a plus cette liberté. C'est-à-dire, il y a un registre de commerce, on يشوفوا la date de registre de commerce. اللي عندها un agrément, donc عارفين باللي je peux avoir l'agrément, mais ne pas exercer cette année ou bien l'année prochaine. Donc هنا l'ordre اللي راني تابع عليه, donc يعطيني un document qui prouve que je vais par exemple installer cette année au lieu d'avant. D'accord. Donc, c'est un document qu'on obtient pour le remplir pour dire qu'on n'a pas commencé l'activité à telle date X. Oui, c'est ça, c'est ça. Parce que Merci. en 2025, cette loi, la loi de finances de 2025. S'il vous plaît, aussi Oui. pour la date, pour la taxe d'apprentissage. Oui. Par rapport aux stagiaires, par exemple, qui viennent à la fac, etc., si on les accepte, on peut éviter de payer de la taxe. Si vous l'acceptez ou bien vous ne l'acceptez pas. Si on accepte les stagiaires, Oui, des fois, bien on est sûr. obligé. Voilà. Bien Mais sûr. est-ce qu'on peut justifier, voilà, je suis en train de former quand même des gens au moins de la fac ou là, et est-ce que je pourrais éviter grâce à ça la taxe? Pour la fac, pour la fac, les stages de la fac, ils ont ajouté les stagiaires à l'université, mais دخلوهم في la taxe de formation pour les étudiants. Les étudiants دخلوهم في la taxe de formation. Donc, Ça pour les entreprises ou là, les laboratoires qui ont plus de 10 employés, c'est ça? Non, non. Sinon, on n'est pas concerné. Non, non, non. Pour la taxe de formation, plus de 20, c'est pas plus 10. La taxe de formation. Pour la taxe d'apprentissage, ça veut dire si on a un seul salarié, on est concerné par la taxe d'apprentissage. Donc, que ce soit on accepte ou on n'accepte pas les stagiaires, on doit payer quand même la taxe d'apprentissage. Si vous acceptez les stagiaires, c'est-à-dire les pré-salaires versés
aux stagiaires ou les tenues ou les frais les دلنا. Donc on peut prendre en considération donc l'imprimé et si on a par exemple 1% le montant, d'accord, on paye le complément. Si on n'a pas donc on paye pas. Mais juste, il y a aussi, c'est-à-dire déposer les formulaires aussi au niveau de la direction de formation professionnelle. Donc les contrats, les séminaires avec l'Institut de formation professionnelle. Donc c'est la preuve qu'on a des apprentis au niveau de l'entreprise et on doit déposer le dossier au niveau de la direction de formation professionnelle pour que eux, ils nous donnent l'attestation d'effort au niveau d'apprentissage ou bien pour avoir la franchise ou bien. S'il vous plaît, j'aurais une question. Pour les gens qui sont concernés par la taxe de formation, ça veut dire qu'ils ont plus de 20 salariés. Donc, on m'a dit l'avantage de la compensation. Ça veut dire qu'il a l'apprentissage. Je peux le compenser avec le manque fait l'effort de la formation. Mais c'est pas le contraire. C'est-à-dire c'est pas il a j'ai بزاف les apprentis وما لحقش la taxe de formation, j'ai pas fait beaucoup de formation. Donc là je peux pas faire la compensation. Donc ça pour les entreprises qui ont plus de 20 عندهم هذا l'avantage pour la taxe d'apprentissage. Maintenant pour le DFP par exemple, moi si j'ai contacté le centre de formation professionnelle, moi j'ai les preuves que j'ai pas pu avoir les apprentis, donc on demande, c'est-à-dire une dérogation. Si on peut, la taxe de formation, c'est-à-dire si on a fait des formations, pour nous salariés ou nos collaborateurs, si on a 2 ou 3, est-ce qu'on peut remplacer? Dans le cas, il y a pas beaucoup d'entreprises qui le veulent faire parce que des fois la direction de formation professionnelle ما عندهمش الوقت pour répondre. Donc تكون déjà par exemple donc là le contribuable a sa responsabilité de déclarer pour la taxe de formation au lieu de la taxe d'apprentissage. Mais la réglementation, elle est claire. Ça veut dire si j'ai moins de 20 salariés, je ne suis pas concerné par la taxe de formation, donc je serai dans l'obligation d'avoir le paiement de la taxe d'apprentissage et d'avoir les apprentis au niveau de la société si je ne veux pas régler cette taxe. Excusez-moi, et quand c'est nous-mêmes qui font des formations, est-ce qu'on peut... Si vous êtes régi comme un salarié, oui, vous avez le droit. Non. Là, c'est-à-dire que c'est nous qui faisons des formations et qui sont facturées, est-ce qu'on peut les faire valoriser au niveau du bilan? Je pense qu'on a un pourcentage sur lequel on peut être exonéré si nous-mêmes on justifie d'une formation. Est-ce que la formation comme charge déductible au niveau des... Oui, c'est ça. Elle est acceptée comme charge déductible. Mais pour l'effort de la taxe de formation, pour les gérants et tout ça, ne sont pas concernés. Hein. Mais comme charge déductible, oui. Comme charge déductible, ok. Et il y a une histoire de 2% du bilan annuel 2% c'est ça. C'est le 1% pour la taxe d'apprentissage et 1% pour la taxe de formation. C'est ça les 2%. Ok, merci. D'accord, je vous remercie. Donc pour le régime IFU, certainement vous n'êtes pas concerné. Donc quels sont les contribuables soumis au régime IFU exercent l'activité d'achat-revente doivent tenir juste un registre des achats compté paraphé par le service des impôts auquel rattaché le contribuable. Donc voilà, récapitulé par année, contenu le détail des achats effectués, appuyé des factures ou d'autres documents en tenant lieu. Il y a un autre registre des ventes, donc on a l'idée achat-revente. Hein, donc on a deux registres, registre achat et registre de vente. Donc pour les activités qui ont une prestation de service, la réglementation, qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent les contribuables soumis au régime les FURI exerçant l'activité de prestation de service sont tenus de tenir un livre journal
suivent au jour le jour de représenter le détail des recettes professionnelles au service impôt auquel rattaché le contribuable. Donc, les contribuables qui ne détiennent pas les registres prévus ci-dessus sont passibles d'une amende forfaitaire de 10 000 dinars. Donc, la réglementation, donc, d'avoir un livre journal, c'est comme avoir une petite comptabilité simplifiée pour les prestations de services, malgré il est dans les flux. Et pour l'achat et vente, ils disent que juste un registre d'achat et un registre de vente. Donc, il s'agit que les encaissements et les décaissements. Donc, est-ce que le cas de transfert, c'est-à-dire moi, si je suis dans les flux, je peux être dans le réel ou bien le régime simplifié? Oui. C'est-à-dire on peut faire la demande d'option pour le régime réel ou le régime simplifié des professions non commerciales. Par exemple, qui m'a des avocats ou bien le métier de la comptabilité. Donc, on m'a toujours les flux, mais ils ont le droit d'avoir, choisir le régime simplifié. Ils peuvent être. Donc, les contribuables relèvent du régime de l'impôt forfaitaire unique peuvent opter selon le cas pour l'imposition d'après le régime bénéfice réel ou régime simplifié. L'option est notifiée à l'administration fiscale avant le 1er février de la première année au titre de laquelle les contribuables désirent appliquer le régime bénéfice réel. L'option à l'un de ces régimes est irrévocable. Ça veut dire qu'il a le régime, il a le droit de les flux. Donc maintenant, le régime réel simplifié. Donc il est institué par la loi de finances pour 2008. Le régime simplifié est un régime d'imposition allégé pour lequel l'impôt est déterminé à partir du bénéfice réel. Ce régime est dédié aux activités non commerciales. Donc par exemple, les professions libérales, les labos et tout ça, donc ils sont concernés pour ce régime. Le régime simplifié s'applique aux contribuables qui ne relèvent pas de l'impôt forfaitaire unique et dont le chiffre d'affaires annuel est inférieur et égal à 8 millions de dinars. Les contribuables réalisent des revenus relevant de la catégorie des bénéfices des professions non commerciales sont soumis au régime simplifié des professions non commerciales. Donc voilà, le calcul de l'impôt, on a l'impôt sur le revenu global, l'IRG. Donc, je vais la différence. Donc, l'IRG et l'EBS. L'EBS, ça concerne l'impôt sur bénéfice sur les sociétés. Ça veut dire une personne morale. Donc, les personnes morales, ils ont l'EBS. Les personnes physiques, même ils connaissent le régime réel, ils ont l'IRG. Ça veut dire qu'ils ont avec le barème, comment faire le calcul de l'IRG pour déterminer, c'est-à-dire l'impôt à payer. Donc voilà, il a le régime réel simplifié, on en a toujours en personne physique, donc il n'y a pas un EBS à payer, il n'y a qu'un IRG. Donc les revenus issus du bénéfice des professions non commerciales, oui. On doit accepter quelqu'un. Donc, on a dit que l'impôt pour l'IRG, les revenus issus des bénéfices des professions non commerciales sont imposables suivant le barème de l'IRG. Donc, il y a un barème. Donc, demain, c'est-à-dire la prochaine séance, le mardi, nous chauffons le barème, comment calculer l'IRG tel. Au lieu de l'exercice de l'activité, cette imposition constitue un crédit d'impôt qui s'impute sur l'imposition du revenu global établi par les services fiscaux dont dépend le domicile fiscal du contribuable. Donc, un réel, oui. Donc, voilà pour le type de l'impôt à l'IRG. L'IRG, ça concerne que les personnes physiques. Les considérés non personnes morales, donc moi, ils sont concernés par les BS et non pas par l'IRG. Donc, à 7, il y a le régime simplifié, ça veut dire on a la haline en personne physique, donc on paye l'IRG. Donc, la détermination des bénéfices imposables, le bénéfice à prendre en compte dans la base de l'impôt sur le revenu constitué par l'excédent des recettes totales sur les dépenses nécessaires pour l'exercice de la profession. Ça veut dire que je déduis les recettes moi, les dépenses professionnelles, ça veut dire les charges déductibles. Donc,
des fois, c'est-à-dire, c'est pas des fois, ça c'est une ressource, les impôts, ils disent que cependant, dans le cas d'absence de justification de l'ensemble des dépenses nécessaires pour l'exercice de la profession, un montant forfaitaire de 10% des recettes totales déclarées est admis en déduction. Ça veut dire qu'il n'y a qu'un fléchage théorique. J'ai pas les justificatifs, j'ai rien, les factures ne sont pas justifiées, donc le receveur peut, c'est-à-dire appliquer le barème, un montant forfaitaire, 10%, d'accord, ça veut dire vous devrez régler 90% des recettes comme à la le barème, donc c'est ça, c'est-à-dire la nécessité, on doit avoir les factures justifiant nos dépenses, c'est-à-dire on doit avoir les factures pour, euh, pour justifier les dépenses d'ANA, sinon on risque que les services d'impôt refusent, c'est-à-dire aident les dépenses, s'il n'y a pas une justification. Donc on a aussi les déclarations trimestrielles. Donc la déclaration trimestrielle, ça veut dire on peut déposer la J50 à chaque le 20 du mois qui suit le trimestre. Donc la deuxième séance, on va voir كيفاش نعمروا هاد لا جي 50 كيفاش تكون لامبريمي تاعها quelles sont les informations nécessaires qu'on doit le mettre donc quels sont les états كيفاش نديكلاريه كيفاش ندخل le site on va voir un exemple c'est-à-dire le site comment il est fait donc on peut avoir directement c'est-à-dire un exemple comment déclarer la G50 qui m'a عارفين بلي tout le système JPédique, avant c'était le dépôt sur papier. Maintenant, un dépôt néant, ça ne nécessite pas le dépôt directement. Malgré, c'est pas tous les CDI qui ont l'appliqué, mais celle de Alger, il commence, ça veut dire si vous avez des déclarations néantes, donc c'est pas la peine de déposer la G50 et avoir l'accusé. Donc voilà. Là, c'est bon pour la déclaration. Donc, le G50 pour le régime simplifié, donc elle est trimestrielle, contrairement au régime réel qui est, elle est mensuelle. On a aussi la déclaration globale, donc on a le G1. Donc, le G1, donc on a deux imprimés. Mon comptable déclare G50 chaque mois. Il a soit le régime réel, le régime réel, ça veut dire votre société n'est pas en personne physique, elle est en ERL ou bien ça. Sinon, pour le régime simplifié, Si, même la personne physique, on est sur le réel. En fait, il y a des gens qui sont dans le réel. On a la possibilité d'être soit sur le réel, soit sur le réel simplifié. Oui. C'est au choix. Oui. Mais ce que j'arrive pas toujours à comprendre, ce que j'arrive pas à comprendre même tout à l'heure quand vous avez expliqué, l'IRG, c'est quoi concrètement? C'est-à-dire, on dit oui, IRG, c'est revenu sur les bénéfices, ça, ils disent oui, il faut éliminer après tout ce qui est charge. En fait, si vous pouvez nous expliquer avec des exemples, ça sera mieux. Oui, oui. Là, parce qu'aujourd'hui, on fait juste la définition de la fiscalité pour comprendre. La prochaine séance, elle est pour les déclarations. Donc, comment on fait les déclarations, qu'il faut faire les G50. Donc, voilà. Les justificatifs des dépenses, chaque mois ou 3, je sais pas comment faire. Pardon, je vais là. Les questions qui vont. Alors, c'est moi qui ai posé la question. Oui. J'aimerais bien savoir si c'est possible par rapport aux déclarations globales. Vous avez dit qu'il faut déduire, il faut faire une déduction, on déduit les bénéfices, mais les charges, les dépenses. C'est pas le bénéfice, les recettes, mais les charges. Voilà, il faut que les dépenses doivent être justifiées. Oui, c'est-à-dire on a un justificatif. Voilà, sinon on aura une action à 10%. Est-ce que justificatif c'est chaque mois le comptable تاعنا les factures كامل ولا معليش juste avant le bilan de l'année? هو pour un bon suivi, c'est-à-dire si on peut avoir le donné directement, c'est-à-dire à chaque
avoir une facture, donc tu as le mois, donc je le donne à mon comptable, ou bien l'aim par trimestre, c'est-à-dire à chaque trimestre, donc on a les pièces justificatives, donc je scanne, je le envoie, donc pour que lui, il ne va pas communiquer à les services des impôts, ces justificatifs, ça les justificatifs en cas de contrôle. C'est-à-dire, nous, qu'est-ce qu'on fait pour les déclarations, par exemple, la récupération de TVA? On met juste le nom du fournisseur, son NIF, l'adresse, le numéro de registre commerce. Donc, voilà, donc, les renseignements qu'on doit déposer pour la récupération de la TVA, c'est-à-dire les déclarations des achats. Pour les justifications, donc, est-ce que ce sont des factures, des bons de livraison, du bon de commande? Donc, on a généralement les services des impôts acceptent que les factures. Donc, certaines, pour les dépenses, pour déterminer le bénéfice, il ajoute à les tickets de caisse, mais ça dépend à l'appréciation de le receveur ou il y a aussi par rapport au global de les achats. Par exemple, est-ce qu'elle représente 10% les charges ou bien 20%, 30%? C'est pour ça, des fois, l'administration fiscale rejette les bons pour les رانا بزاف نستعملوهم في la comptabilité تاعنا. Donc, normalement, au vu de la réglementation claire, ne sont pas acceptés. Mais voilà, des fois, il y a des difficultés pour avoir la facture. Donc, il est un montant كبير. Donc, on a تبقى على l'appréciation de le receveur pour accepter ou non. Pour la déclaration trimestrielle, c'est pas à partir de 2025, c'était toujours pour le régime lorsqu'on a instauré. Donc, on a l'avantage pour déclarer trimestriellement sauf pour le réel. Il a qu'un le 6, c'est-à-dire le régime réel. Là, oui, on est obligé de faire la déclaration mensuelle. Et est-ce qu'il y a un montant, c'est-à-dire en tant que par exemple, ma comptable, elle me disait avant, il ne faut pas que les tickets dépassent 5 000 dinars. Elle m'a dit oui, on peut accepter 10 000 dinars. Je sais que c'est laissé à l'appréciation du receveur, mais est-ce qu'il y a un truc général qu'il ne faut pas dépasser? Par exemple, moi, maintenant, j'essaie de ne pas que mes tickets de caisse, quand j'achète un cas par-ci, par-là, ça ne dépasse pas 10 000 dinars. Mais est-ce qu'il y a un papier ou une loi, un truc qui s'appuie? Pour la réglementation, il n'y a pas, c'est-à-dire, c'est pour ça حالين هذيك la brèche. Donc, هما في القانون واش يقول لك في القانون تاع les impôts, يقول لك facture ou pièce justificative. Donc, parce qu'on peut avoir le contrat comme pièce justificative, on peut avoir un contrat, je ne sais pas, le note d'honoraire, donc c'est pas uniquement les factures qui sont en pièce justificative. Donc, on a la brèche ou pièce justificative. Donc, au niveau du service des impôts, on a les dépenses de la caisse avec un ticket de caisse. Elle n'est pas, c'est-à-dire par rapport au total de les charges. C'est pas par rapport à le bon. Ça veut dire si je peux avoir le cumul à 10 000 dinars par ticket, ça rejette par exemple jusqu'à 300 000 dinars et j'ai des dépenses de 600 000. Donc, on a dit que 50% de les charges non justifiées au niveau des impôts. Parce que le canon qui a un décret à 2005, dans le ministère du Commerce, il dit que toutes les transactions entre les opérations les entreprises, c'est-à-dire il doit être facturé. Le ticket de caisse, normalement, il est pour le consommateur, sauf s'il ne demande pas une facture. Donc, avec le ticket de caisse, normalement, il est accepté juste pour les consommateurs. Donc, on a un consommateur, il a donné un ticket de caisse. Mais si je veux une facture, donc là, voilà, vous me donnez une facture. Donc, maintenant, en 2026, même, c'est-à-dire les services des impôts de la loi de finances 2026, donc, pour avoir une certification ou une garantie que les logiciels les tickets de caisse, donc ils doivent respecter certaines conditions ou bien une obligation. Et même maintenant, les services des impôts, s'ils veulent vérifier le logiciel les tickets de caisse qui génèrent donc ils ont le droit.
Donc, هذا هو la différence بين la facture et les tickets de caisse. La facture, normalement, في القانون حساب لي زامبو من داك الحالين هذه قلنا بياس جوستيفيكاتيف. دونك هنا لو ريسيفور دونك كيشوف باللي باغ اكزومبل هذا لو لابوراتوار في بوكو دو ريغلومون تاع لي زامبو تاعها يديكلار فلوس مي يلقى عنده كالكو بون دونك il va accepter. Mais certains par exemple s'il voit qu'il dépasse par exemple 30% de les charges تاعها que des bons pour donc هنا il va pas accepter les charges sachant que c'est que généralement je connais les bons pour c'est les connotations les régimes forfaitaires donc mais يحبوش يديروا la facture donc يديروا le bon pour et بالنسبه les impôts يكون quoi علاش يعاقبك يقول لك voilà vous en train complice معاه راك تعاونه pour qui par exemple là l'impôt forfaitaire unique il peut dépasser les 8 millions de dinars باش يدخل في le régime réel. Mais puisqu'il fait des bons pour et tickets de caisse, donc il va, c'est-à-dire un impôt allait échapper, par exemple TVA et tout ça. Donc il n'y a pas, par exemple, les 5000 dinars, nous généralement au niveau interne des différentes entreprises. Donc il dit, voilà, s'il y a une dépense à la caisse, donc il ne doit pas être dépassé, par exemple 5000 dinars. C'est des notes internes au niveau des entreprises qui l'en font. Qui les dérangent généralement. Mais au niveau des impôts, non, ils n'ont pas fixé, par exemple, un montant pour Donc, approximativement, c'est 10%. Ça, est-ce que les 10% acceptés, c'est par rapport à l'annuel ou la mensuelle? Ça m'arrive des fois, pendant le mois, par exemple, j'ai dû acheter par-ci, par-là, les petites hadouks de chez l'épicerie, chez des trucs. Ça me revient réellement, un exemple, 5 millions, le total, tu as les différents achats. Après, le drop de 3 mois, j'achète rien. J'achète là, moi, généralement, il applique pour l'annuel, c'est pas pour le mois. Pour l'annuel, oui, ok, d'accord. Pour l'annuel, mais c'est-à-dire, pour éviter, il faut essayer de travailler avec les factures, ça pour éviter, en cas de contrôle ou la justification des pièces. Donc, s'il n'y a pas les justificatifs, donc moi, c'est-à-dire il exige, il peut exigeant, voilà, qu'un certain receveur, il rejette systématiquement les bons pour. Hein. Voilà, il n'a pas les opérateurs économiques, donc il y a de la facture. Ils n'ont pas le droit de le bon de caisse, le ticket de caisse. Mais certaines dépenses, on ne peut pas, par exemple, je fais une petite réparation de 200 dinars ou 300 dinars ou bien 1000 dinars, l'autre il va nous faire une facture. Donc ça, des fois c'est très difficile dans le terrain. C'est pour ça que les receveurs ils chauffent la majorité des dépenses TAC, est-ce qu'ils dépassent les 10% les charges TAC ou non. Donc avec ce taux, mais pour 5 000 ou bien 10 000, non, il n'y a pas, c'est-à-dire un barème qui limite ou bien qui autorise les entreprises à accepter les tickets de caisse. Donc, il y a aussi la déclaration de G13. Donc, il y a le G13, c'est-à-dire le bilan تاعنا غادي يكون في la déclaration تاع le G13. Donc, كيما les entreprises, donc je vois le G4, donc عندهم l'alias fiscal, donc tout un tableau, 13 tableaux à remplir. Donc, هنايا في le régime simplifié, donc il y a une déclaration fait à 2 pages. Donc, on نشوفوا من بعد. Donc, هنا وين نديروا les montants تاع les recettes encaissées. Celui des dépenses décaissées, c'est-à-dire l'encaissement c'est pas par exemple on peut facturer mais on n'a pas encore encaissé ce chiffre, donc on déclare que les recettes encaissées. C'est pour ça les comptables des fois ils demandent vos relevés bancaires pour qu'ils déclarent le relevé bancaire comme encaissement, parce que les services des impôts s'ils veulent vérifier, donc généralement ils demandent le relevé bancaire pour voir les encaissements. Maintenant, en 2026, tu as la liberté pour voir votre système, par exemple, de gestion, dans les encaissements, là, les déclarations, là, le système de facturation. Donc, ils peuvent vérifier directement, le système demande
la base de données, il chauffe quels sont, c'est-à-dire les montants qui ont été facturés et encaissés par rapport à ce qui a été déclaré. Donc, ce qui prévoit la loi, comme on a dit, ils vont vérifier systématiquement, mais la réglementation, la loi de finances de 2026, donc, زادوا هذه تاع la vérification تاع les applications et l'outil les applications de gestion, ça veut dire la facturation, la comptabilité et tout ça. Donc, pour cette déclaration, donc, ils sont tenus de souscrire et de faire parvenir cette déclaration au service des impôts, au lieu de l'activité, au plus tard le 30 avril. C'est quoi la différence entre le G13 et G1? Pour moi, je vois que c'est à peu près la même chose. Le G1, c'est quoi? Le G1, ça veut dire par exemple, le G13, le bénéfice. Donc, avec la partie des bénéfices, par exemple, je l'ai touché, avec le bénéfice, comme des dividendes. Donc, les recettes, les dividendes, donc, on a le G1. Le G13, ça concerne, par exemple, les recettes, le bénéfice dans l'entreprise, et le G1, c'est la société qui a été versée. Donc, le G1, je dois le déclarer. J'ai pas compris, honnêtement, c'est quoi? J'ai pas compris. Bon, par exemple, oui, tout à fait, oui. Bah, c'est la même chose, j'ai pas compris c'est quoi. Ah, d'accord. Okay. G13, ouais. La différence, c'est que le G13, on déclare qu'on a les recettes et les dépenses, donc on rejoint avec un bénéfice. Avec le bénéfice, généralement, ou bien on peut verser au propriétaire, c'est-à-dire moi le patron. Donc avec le bénéfice, je ne vais pas dépenser avec le bénéfice, je vais directement lié. Je vais toucher avec le bénéfice. J'ai touché des avances, mais le bénéfice. Donc avec le G1, c'est ça la déclaration. Donc je fais la déclaration de le bénéfice que j'ai touché moi-même. C'est un peu le Vous voulez salaire. c'est ça? Comment? Oui. Non, c'est un peu. Au fait, le bénéfice annuel, qui est à 12 mois, ça doit être équivalent au salaire du propriétaire. Du patron. Oui, c'est ça. C'est-à-dire le patron. Et on fait une déclaration. Le patron, il a fait un salaire pour lui. Donc voilà. Donc, le G1, je déclare, le patron, il a touché. Et le G1, où est le bilan annuel, c'est ça? Non, le bilan annuel, c'est le G13. Ah, ok, j'ai compris, c'était le contraire. Okay. Ouais. Donc, c'est le G13 où est le bilan annuel, oui, le G1 où est le bénéfice annuel. Oui, c'est ça. Okay. Ouais. Et on les dépose en même temps. On va aller le mois d'avril. Oui, c'est ça, le mois d'avril. S'il vous plaît, j'ai une question. Oui. Alors, je pensais que le J1 voit l'ensemble des bénéfices de la personne كامل ماشي برك تاع اللابو c'est-à-dire انا ماشي نقول لك comptable par exemple يقول له زعما انت يا دكتور بن مريم اذا par exemple عندك un autre revenu تحطيه هذا الجي 1 oui c'est ça c'est ça le J1 oui c'est ça oui ونحطوه في سيرفيس دي زامبو وين نسكن انا ماشي وين نخدم oui c'est ça خلاص اوكي oui. Ok, j'ai compris. C'est-à-dire, c'est que, par exemple, si j'ai une autre rentrée d'argent, plus la rentrée d'argent, tu as le labo, c'est oui, ça? Oui, c'est ça. C'est bien. Par exemple, il me donne toujours l'exemple, par exemple, avec un appartement, avec une crédit, voilà, vous devez déclarer J1. Voilà, عندك هذا الابارتمون يدخل لك فوالا شحال يدخل لك وبعد هذيك on fait كيفاش نقول لك le bilan annuel تاع كامل les activités تاعي انا en tant que madame Ben Mariam, c'est ça. C'est pas le bilan mais c'est le revenu. Tous les revenus. Voilà. Oui, c'est ça. Ouais. Le G13 c'est le bilan le labo, c'est-à-dire les recettes. Le G13 ça concerne juste le labo. Oui, c'est ça. C'est bien ça. OK. Donc, la prochaine séance, donc on verra donc le modèle, le G1, le G13, la G50,
comment les remplir. On fait des exemples pour le faire, pour comprendre bien les déclarations qu'on fait. Donc, pour les obligations comptables, les contribuables soumis au régime simplifié des professions non commerciales doivent tenir un livre journal, côté paragraphe pour le service gestionnaire servi au jour le jour, semblant en errature, qui retrace le détail de leurs recettes et de leurs dépenses professionnelles. Donc, le livre journal, c'est comme une petite comptabilité, c'est-à-dire on fait par nature. Donc, voilà, j'ai la caisse, donc elle concerne quoi? En contrepartie, par exemple, les recettes professionnelles. Donc, j'ai fait des dépenses, donc la caisse ou bien le. Ouais, d'accord. Oui, oui, c'est-à-dire les gens qui ont le comptable, c'est le comptable qui va le faire. Hein. Oui, c'est ça. C'est-à-dire. Merci, je vous remercie. Donc, on a dit que pour le livre journal, donc c'est comme voilà, ce que j'ai dépensé, donc خرجت من la caisse ou bien il a عمرت par chèque, donc نكتب banque, خرجت من la caisse, c'est la caisse, donc et je fais par nature de, par exemple, frais personnels, achats, impôts. Donc voilà, le livre journal, c'est pas comme les autres, le registre d'achat ou bien le registre de vente. D'économie. Donc, c'est comme une petite comptabilité, donc voilà, par nature. Il y a aussi pour le régime simplifié, ils doivent avoir un registre, le côté paragraphe, pour les livres des immobilisations. Donc, les immobilisations, ça veut dire paye haja, soit on fait pour l'utilisation, par exemple des bureaux, la DPC ou la des micros et tout ça, ou bien on a c'est-à-dire le matériel terminal, voilà. Le régime réel, non. C'est-à-dire, le livre journal, oui, mais on devrait avoir une comptabilité. Mais bien sûr, le livre journal, il est obligatoire même pour le régime réel. Le Donc, livre le journal, livre, oui, on chez le l'appelle. comptable, c'est le comptable qui le remplit, c'est pas nous. Oui, oui, c'est le comptable, bien sûr. C'est le comptable pour c'est le comptable. Donc, on a le livre journal, on a Donc, le livre des immobilisations. هذول كيكون في الرégime simplifié. Donc, donc j'imagine que le comptable doit avoir les recettes à chaque jour. bon, هما يقول لك remplir au jour le jour, mais généralement يعمروه mensuel. D'accord, donc mais quand même on لازم نعطوا له un Excel اللي فيه كامل De les recettes préférence. تاعنا. Oui, c'est ça. OK. Parce que في القانون يقول هذا le livre journal, il doit être jour le jour. Mais mais certains, puisque ما كاش بزاف le contrôle على la comptabilité, donc يعمروه mensuel. Personnellement, ce que je fais, je donne mensuellement une Ouais, sorte de facture à toutes les prestations que j'ai faites. ouais. Donc, je vais déclarer. Voilà, هو هذاك voilà, تاع شحال دخلت في le mois, شحال من patient, ouais, et c'est ça. voilà. C'est ça. C'est-à-dire les comptables, ils ne peuvent pas remplir tous les jours le livre journal. Donc, Non, le truc c'est qu'il n'a jamais demandé ça. C'est غادي نتعلم. ouais. Mais قانونيا, c'est-à-dire يقول لك jour le jour, c'est-à-dire. Mais maintenant, on fait mensuellement, c'est-à-dire في هذاك الآخر, donc je fais un arrêté, par exemple, à la caisse تاعي mensuel, ou là, arrêté à la banque تاعي mensuel, donc on عمر par mois, généralement, le remplit par mois. Sauf s'il y a, par exemple, des dépenses qui m'a les immobilisations, là, des grands montants, là, donc mais pour les recettes et tout ça, donc généralement, ils le font par mois. Donc, et هنايا كاين وكاين اللي في la comptabilité تاعه, c'est-à-dire il fait le jour à jour, mais il va imprimer le grand livre, le logiciel, et il va juste aggraver le livre. Mais je pense que c'est infernal si on fait jour pour jour. Par contre, le livre des immobilisations, jamais سمعت به. Je ne sais pas pour vous, les amis, mais Pour le. Pareil, Oui. pareil. Ah, d'accord. Jamais Ouais. entendu parler Ouais. de. C'est une obligation pour avoir le livre des immobilisations. Là, le livre des immobilisations, donc on dit la date d'acquisition, donc l'autre,
ونديروا فيه le montant تاع les amortissements, pratiquer ainsi le prix تاع l'achat, donc voilà, et ainsi en cas de cession, donc il y a une colonne pour la dette de cession. S'il vous plaît, une question. Oui. هذا le livre des immobilisations. فيه les automates تاعنا حنا اللي نخدموا بهم. Les automates, c'est-à-dire Les machines. les machines. Oui, bien sûr. Bien sûr. Voilà. Normalement, il doit être inclus là. Oui. Donc, هذا le livre des immobilisations parce que علاش les impôts parce que راهم عارفين par exemple كيما لا laboratoire عندهم des machines et ça coûte هاد les machines, donc هادو il doit être amorti, ça dépend على حسب la durée d'utilité تاعهم, mais en 2024 je crois, oui, il y avait خرجوا les taux d'amortissement pour les équipements. Donc voilà, pour chaque équipement là دايرين le taux d'amortissement تاعه, et ces amortissements ils sont déductibles les charges. C'est, par exemple, au lieu de payer beaucoup d'impôts, donc je dois faire l'amortissement. L'amortissement, c'est des charges non décaissables. Ça fait chaque année. Donc voilà, ça revient à la fin normalement, fin cycle avec le bien. Je peux le revendre, et avec l'argent que j'ai économisé pour ne pas payer l'impôt avec l'amortissement, je peux avoir l'autofinancement pour acheter un autre bien. Donc c'est pour ça que le livre il est obligatoire. Bon, les entreprises n'ont pas, parce qu'il y a tout un service qui suit les immobilisations. Mais pour certains, par exemple, qui les comptables, les médecins, ou là, des fois, il marginal le livre des immobilisations. Il a qu'un ouflifu, mais le droit, c'est-à-dire pour récupérer les charges d'amortissement, mais les gens le régime. Donc, par exemple, il a par choix, donc ils ont un intérêt pour tenir le registre et oui, c'est ça, les livres concernent donc les appareils, oui, c'est-à-dire les appareils, les machines, les équipements, اللي تكون utilisable. Donc, sauf les services d'impôt, il a qu'un le matériel coûte moins de 60 000 dinars, vous pouvez, c'est-à-dire admise en charge directe. C'est-à-dire ما تديرش عليه ما تديرهاش في الاخر. هنا هذا يعيطوا لهم, c'est-à-dire on l'appelle les immobilisations de faible valeur. Donc في القانون تاع الأسئلة. معنا تاني عندنا pas que les machines, on a aussi les PC, on a les paillasses, on a les onduleurs. Est-ce que هادو ندخلوهم immobilisation ولا ندخلوهم charge? Des fois on achète les onduleurs نشريو كل عام نعاودو. Par exemple, les onduleurs, c'est-à-dire il a qu'un au moins de 60 000 dinars, donc دخليهم comme charge c'est mieux. Mais pour le suivi interne de labo, vous pouvez, c'est-à-dire avoir un autre registre. Donc avec les livres les immobilisations, l'amortissement, et vous avez les amortissements de faible valeur. Le taux d'amortissement, généralement, c'est appliqué à 20%, ça veut dire sur 5 années, généralement. Hein. Mais quand il y a des équipements, tu peux aller à 3 ans, qui ont les logiciels et tout ça, ou bien un système ERP jusqu'à 10 ans, 15 ans. Là. Donc, à la fin de la formation, donc, on a fait les documentations, on a dit comme le décret, la fixation, le taux d'amortissement. Donc, on trouve le matériel تاعك ولا دايرين certains matériels ولا هكا دايرين لهم le pourcentage. Donc, il faut que tout soit justifié avec des factures. C'est-à-dire on ne peut pas donner une estimation à la راسنا. Non, il faut la facture. Et surtout pour les immobilisations. C'est-à-dire un bon de livraison, un bon pour n'est pas accepté. Il faut Et qui, par exemple, عندنا تاني les micro-pipettes. Je ne sais pas comment vous expliquer ça, les micro-pipettes. On achète beaucoup, mais moi je trouve que est-ce qu'on le charge ou la les micro-pipettes, c'est comme des spaghettis. C'est des charges. C'est quoi les mobilisations, la définition de le SCF, la comptabilité? Généralement, est-ce qu'on ندخلوهم charge ou ندخلوهم انايا immobilisation? L'utilisation. Immobilisation, c'est inférieur. Généralement, c'est inférieur à 60 000. Bon. Après, ندخلوهم directement charge. انا نمدهم charge, نمدهم le comptable يحسبهم charge.
هما إلا D'accord. كانوا moins de كاين des 60. comptables ils font pas la différence راهم يدخلوهم لهم réactif كيما أنا كنت ماهيش فاهمة تدخلهم لي réactif. شوف هما اسكو هاد la durée d'utilisation تاع هاد le produit est-ce qu'il dépasse une année Une année et demie en général. Oui, oui. ça combien de temps c'est-à-dire يقعد عندكم pour l'utilisation تاعه 2 ans on va dire. 2 2 ans ans macaque les amis. Ah, Maximum. Ça dépend, ça dépend. ah, Ça ça dépend de ça dépend de la C'est l'utilisateur pas des biologistes. ah d'accord donc Exactement. et de la marque. le mot ça dépend ça veut dire il est consommable Ok, ok. ouais ça, le mot ça Alors, dépend ça veut dire en général, ça dépasse une année, ouais même parfois 2 ans. C'est Mais entre 1 et 2 ans, voilà. oui En mais fonction de la marque aussi, en fonction de plusieurs paramètres. C'est pas un réactif, oui, c'est oui, pas mais un généralement, consommable. pour les immobilisations qui dépassent 3 ans, c'est-à-dire il y a une durée de 3 ans jusqu'à 5 ans, donc ça le taux d'amortissement. Parce que l'amortissement, il n'y a pas, donc le décret, il n'y a pas un taux de 50%. Donc il passe à 20%, 30%. Donc il n'y a pas un taux de 50%. Ça veut, donc certains, pour les logiciels, oui. Logiciel des لهم 50% ولا هكذا. Mais il a quel le montant تاعه moins de 60 000 donc là vous pouvez l'avoir en charge directe parce que les immobilisations c'est quoi ça veut dire des dépenses considérées c'est-à-dire كبار et je peux pas c'est-à-dire ندخلهم directement en charge en cette année sinon je suis en perte donc on نقسم هذيك la charge sur plusieurs exercices mais laquelle le montant تاعهم c'est-à-dire il recouvre les encaissements تاع l'exercice هذا ولا l'exercice prochain donc c'est uniquement c'est vrai des charges c'est vrai ça coûte pour le labo je comprends c'est-à-dire il a gardé 2 ans pour cette année je peux pas c'est-à-dire si je travaille à هذاك je peux pas récupérer les recettes تاعه c'est ça le concept mais on verra, c'est-à-dire s'il existe la nomenclature les immobilisations, moi je pense pas. Mais surtout s'il coûte moins de 60 000, donc on a comme immobilisation. L'immobilisation, ça veut dire c'est un matériel اللي راني نخدم به وما عندهاش une durée de c'est-à-dire voilà قال هذا العام ولا يتكونسوما donc حتى يكمل. Donc voilà هذا راني نخدم فيه donc je peux ندير له les pièces de rechange ولا ندير له الحاجه اللي alimentée pour qu'il reste intact. Mais si je l'utilise et il va avoir une durée d'utilité ou bien un fin de vie, par exemple, après l'utilisation de 2 années, donc pour les immobilisations, il vaut plus d'une année, c'est vrai. Le terme de l'immobilisation, plus d'une année, donc on a comme immobilisation. Maintenant, le taux d'amortissement, on doit vérifier. Est-ce que la nomenclature les impôts, est-ce qu'il existe ou non? Donc, on verra. Donc, voilà. Si on peut le faire. Donc, pour le registre les immobilisations, ça c'est obligatoire. Donc, il a qu'on a moins de 60 000, ça veut dire les immobilisations de faible valeur, de préférence. Donc, on dirait un tableau d'Excel pour suivre les immobilisations en faible valeur. Par exemple, on peut avoir un achat à une imprimante qui coûte 10 000 dinars. Je peux passer en charge, mais je dois, par exemple, qui me dit l'inventaire, il est donc on a avec le registre à faible valeur. Donc il y a un autre suivi interne au niveau de labo ou bien l'entreprise. Donc pour suivre les investissements qui sont passés en charge et surtout pour les charges qu'on a, il y a moins de 60 000, c'est pas plus que 60 000. C'est clair pour ce point? Ok. J'ai 3 PC et 2 imprimantes.
Si vous n'avez pas la facture, vous n'avez pas le droit de récupérer ni la TVA تاعهم, ni l'amortissement, les charges. Donc, on a surtout pour les registres les immobilisations, vous devrez avoir une facture. Hein. Donc, il n'y a qu'un librairie qui vous donne pas ou bien la facture, il faut chercher un autre. Et surtout pour les grandes dépenses. Les grandes dépenses, donc on a ouais, ouais. Pour les investissements surtout, hein, pour les immobilisations, les services d'impôt, ils vont pas tolérer. Hein, ils vont pas accepter ni le bon pour, ni un bon livraison. Donc on a de préférence pour les imprimantes et les PC, puisque vous avez le droit de récupérer la TVA Terham, vous avez le droit d'inclure soit comme charge déductible fin de l'année, on enregistre comme un IMO de faible valeur. Donc de préférence, voir un fournisseur qui accepte de vous fournir la facture. Des fois, je sais, en termes de trésorerie, en direct, des fois on n'a pas, parce qu'il dit voilà, on dit le bon, mais il a dit la facture a dit 19%. Donc, des fois, on a des difficultés la trésorerie, on ne peut pas, c'est-à-dire faire le règlement avec les 19%. Donc, c'est ça oui, c'est ça. Les Moi, je 19%. voudrais, Oui, je voudrais savoir, s'il vous plaît, est-ce qu'on peut utiliser les factures Sobengas, CA et Algérie Télécom dans les charges? oui, bien sûr. Bien sûr. Très bien, fait le bilan annuel. Oui, oui. Dans le bilan annuel et pour la récupération de la TVA aussi. On déclare la TVA de l'art. Pour récupérer la T. Ok. Oui, oui. Et c'est déductible des charges. Oui, bien sûr, elles sont déductibles. Parce que Très bien. c'est des dépenses professionnelles. Voilà, parce qu'on n'y pense pas toujours, alors que c'est beaucoup de dépenses. Oui, oui. هذوك Il y a الاولين certains. نحطهم il y a انايا certains- je voulais savoir Majorité. Ah, majorité. Vous utilisez moi pas aussi Ouais, Après, même pour le prenez la téléphone, pour la communication. ouais. Juste une chose, il y a par rapport à la déclaration des machines. Quand je parlais des fois avec des comptables et tout, j'arrivais pas à comprendre. Des fois, ils me disent, ah, c'est pas bien de trop déclarer les machines parce que les impôts, ils vont demander d'où on ramène l'argent. Donc, on ne sait pas est-ce qu'il faut déclarer la machine. Des fois, on tarde. Donc, par rapport à ça, est-ce que c'est bien? J'achète aujourd'hui, je déclare aujourd'hui ma machine. Ou là, je temporise en fonction de mes dépenses et de mes recettes. Comment équilibrer ça avec mon chiffre d'affaires ou là, avec le reste? Ou là, est-ce que j'essaie de faire, par exemple, je fais comme si j'ai fait un apport personnel. Ouais. Je ne sais pas si c'est faisable. Oui. J'aime vendre comme ça, me glacer. Je comprends pas. Voilà. Le Mais principe, est-ce que c'est un gros parce que c'est des machines qui coûtent très cher, Oui, bien hein, sûr, qui coûtent Ouais. minimum 3 millions. Oui. Et des fois, le comptable il dit ah non, qui fait منين جبتي هادو دراهم ou les impôts ils vont vous dire ils vont vous poser problème. Donc il y a certains qui ont par exemple 8 machines ou 9 machines, ils déclarent qu'ils ont juste 2 machines. Oui, c'est ça. Mais je comprends parce que au niveau des services des impôts, هذه ورث هذه سلفني انا 100 دراهم حطيت هما ما يعرفوهاش. Donc c'est le fait qu'il n'y a pas par exemple la convention de prêt. Donc Homa, pour eux, s'il y a des achats au niveau de l'entreprise, donc normalement l'entreprise elle réalise des recettes pour avoir ces achats. Donc c'est pour ça qu'il y a le souci. Mais des fois on peut acheter avec soit des prêts, soit en dette, c'est-à-dire le fournisseur nous accorde Un échéancier. un échéancier de paiement, on peut justifier. Le problème c'est quoi? Si vous ne déclarez pas et vous l'avez acheté à un fournisseur qui fait la vente, c'est-à-dire en gros, à la fin d'année, il va déclarer quels sont les clients اللي شراو عليه. Donc, si les impôts voient que vous ne l'avez pas déclaré vous aussi comme récupération de la TVA, ou vous déclarez comme les baha en gros, donc oui, ça pose un problème. Parce que vous achetez le matériel, généralement, les fournisseurs qui vendent en gros.
هو في الثالث العام il donne à les services des impôts le détail تاع la revente تاع la machine avec l'adresse, le NIF et tout ça. Et avec le système par exemple تاع الجباياتيك ils vont voir est-ce que vous l'avez déclaré une récupération تاع la case تاع les TVA sur achat ou دايرينهم séparés. Par exemple دايرين le TVA sur consommable et les achats et stock وحده et le TVA sur les immobilisations وحدهم. Donc moi pour avoir les imprimés pour faire le contrôle. Donc voilà, si par exemple j'ai des apports personnels, je peux justifier. Si j'ai un échéancier, je peux justifier. Mais de ne pas faire le déclarer et l'autre fournisseur ou un acheteur avec facture, ça pose problème. Il est acheteur avec des factures, donc là, ça dépend à la confiance avec votre fournisseur. Donc, par exemple, il جيب les données تاعك fiscales كانوا عندها قدم ولا هكا يقول لك انا ما درت لك ما ندير لك vous l'avez pas demandé la facture mais moi j'ai fait la facture je suis obligé de vous facturer ou à la fin d'année il va déclarer les achats les شراو عليه. Donc, Mais oui. par contre, s'il vous plaît, on a des réclamations, des demandes d'explication de la part des impôts, alors que nous, on a déclaré et que ça se trouve dans l'état des fournisseurs. Est-ce que c'est une mauvaise vérification qui est faite à leur niveau? C'est plus tard quand même. Des fois, les services des impôts vous donnent le faux pour avoir le vrai. Des fois, ils ont une certitude, c'est-à-dire de l'information. Des fois, je ne sais pas, à l'agent d'impôt, j'ai un trou, je veux dire ça amicalement. Moi, on m'a sorti 5 fournisseurs avec 5 sommes. Le tout a été déclaré et tout était dans Oui, c'est ça. Surtout, l'état des fournisseurs. si vous avez remarqué, par exemple, avec l'année où vous avez acheté le matériel, peut-être. Oui, pour certains, c'est du matériel, pour d'autres, non. Et tout était déclaré et tout. Tout Oui. était dans l'état des fournisseurs. Mhm. On ne comprend pas. Non, Est-ce qu'ils font exprès? Est-ce qu'ils ne font pas leur boulot? là, c'est pour ça qu'ils ont mis le système GBIATIC pour avoir tout numérisé, la numérisation, et va avoir tout, on déclare, on peut jouer, c'est-à-dire, donc moi, ils ont des informations, voilà, qui fait chez Vérifo, donc votre fournisseur, il déclare que vous l'avez acheté du matériel, donc vous ne l'avez pas déclaré à temps, donc ouais, là, il peut faire la vérification. Donc au moins, certes, ça dépend de l'information. Donc au moins, la vérification, il peut avoir la vérification sur pièce. Donc, il demande les factures, il demande le relevé bancaire. Donc, généralement, on a des fois, on n'a pas les justificatifs pour déclarer tout. On ne fait pas tout, la facture pour tous nos clients. Je ne peux pas faire à chaque client des factures. Donc, on a de les niches certains contribuables. Donc voilà, il achève par exemple, un homme par rapport à votre concurrent, notre laboratoire, qui fait beaucoup de déclarations, et l'autre moins. Donc, on m'a dit, voilà, est-ce qu'ils sont dans la même zone, c'est pas la même zone, est-ce qu'il a acheté matériel? On m'a dit, ok, ils font certaines comparaisons. Donc, là, il y a une bonne comptabilité et une bonne justificatif, des bonnes justifications. Donc, là, oui, il peut, c'est-à-dire, vous pénaliser. Et par rapport au prêt, Anaya, j'ai entendu parler que si on fait un prêt, par exemple, de la part des parents, des frères et sœurs et du mari, on peut justifier. Par exemple, Anaya, mon père m'a donné de l'argent, il la banque, par exemple. Là, c'est surtout toujours pour acheter les grosses sommes, les grosses machines. Ou Tani, par exemple, c'est la première question. Et la deuxième, est-ce que c'est autorisé ou non? La deuxième question, par exemple, là, on a un fournisseur. شريت من عنده une machine, il m'a fait un échéancier de paiement avec un papier, voilà, voilà les montants et tout. Il m'a donné la facture qui est de 2024 et le reste, je suis en train de le payer par chèque chaque trimestre. Donc, est-ce que Hadith c'est considéré comme justificatif fiable? Oui, bien sûr. S'il y a par exemple une convention de prêt notariée devant le notaire, ils sont acceptés. Entre deux à signer un papier, je ne pense pas que les services des impôts l'acceptent, mais s'il n'est pas un prêt notarié, par exemple,
voilà, pour l'entrée, le compte Même les courant. parents et les frères et sœurs. J'ai entendu que oui, ils acceptent pour les parents et le mari, je pense. Ou là, la femme, l'épouse, yani. C'est-à-dire, sur quelle base? Il y a un document ou il y a Par exemple, Anna, mon oui, père, il m'a donné de l'argent, maintenant. Il va juste une faire, déclaration? il va faire soit un virement de compte à compte, ou là, il Oui, va faire retirer de l'argent de son compte bancaire et me le donner à mon nom, un truc comme ça. oui. Genre, avec justificatif, mais c'est le père, le papa, la maman, les frères et sœurs et le mari. Oui. Est-ce que, donc, on m'a raconté ça. Est-ce qu'il y a une loi qui est noir sur blanc qui dit ça? Ou là, je sais pas. Là, Justement, je pose la question pour au demander. au niveau des impôts, par exemple, par exemple, si quelqu'un vous verse une recette, pour moi, il a fait le contact, c'est une recette, et à vous de justifier, بلي هذه mais c'est pas une recette, c'est un prêt. D'accord? Donc, s'il n'y a pas le document, هذا هو le souci, c'est le document justificatif. Le document C'est-à-dire il faut justificatif, une reconnaissance de dette oui, c'est ça. Est-ce que notariée. oui. Donc, il a qu'à tu sais déclaration بينك وبين. Est-ce que les services des impôts يقبلوا une déclaration de vous signer? Il n'y a pas un cachet officiel, il n'y a pas par exemple ni devant l'avocat ni devant le notaire. Donc, هنا قادر هذاك il va rejeter هذيك la recette. يقول لك بالك وبالك دراهم انت كنت مسلفتهم ورجعهم لك. راك فهمتني؟ Donc, mais devant un professionnel, par exemple un acte notarié ou la reconnaissance de dette devant l'avocat, là, c'est un document justificatif. Donc, si c'était un grand montant, hein, c'est pour ça, parce que entre recettes, peut-être a été un remboursement, par exemple le papa ou le mari, il va, il a remboursé le contact. Donc, بالنسبة les impôts, ما راش عارف. Est-ce que سلفك ولا رجع لك؟ Donc, le document, donc, il faut un document qui justifie, même غدوة يصرى لي un souci معاهم, par exemple, نروح معاهم la commission de recours. ما قبلتش la commission de recours, je peux avoir devant la justice. Donc, devant la justice, ils ne vont pas rejeter un document qui est signé devant l'avocat ou là, devant le notaire. Ça, c'est impossible. Mais Mais si, là, c'est pour éviter les frais, parce que Kinjozo, le notaire à chaque fois pour. Déjà, c'est de la paperasse, et ouais. de deux, c'est des frais en plus. C'est Oui, pour c'est ça vrai. on essaie d'éviter ça. Oui, Donc, je sais, mais Homa, justement, parce que justement, les pièces justificatives, ça coûte. Ça coûte. Mais بالنسبة ليه يقول لك voilà, c'est vrai, vous avez dépensé de l'argent en notaire, mais les charges sont déductibles. La comptabilité, c'est-à-dire le notaire ou bien c'est quoi la solution? Anna, si je veux acheter une machine dorénavant, et ou ça, oui, ça, le balai, je on le sais. fait tous. Ça, Ouais. si on fait pas à travers un notaire, ou là, on peut pas. Enfin, sur C'est le pas plan on peut légal, pas, on va dire. c'est-à-dire vous avez le risque, c'est que la recette, elle n'est pas identifiable pour les services des impôts. Il dit qu'il manque justificatif. Donc c'est vrai, le papa il a versé, ou là, le mari, ou là, une autre personne il a versé, mais moi je vois pas le justificatif. Donc est-ce que c'est vrai, رجع لك ولا سلفك? Donc هنا, s'il n'y a pas un document fort, donc voilà qui va être là. C'est au niveau des impôts, hein, qui pose ce problème. Parce que chaque dépense ou bien recette, on doit avoir une pièce justificative. Donc, avoir un document qui n'est pas signé entre deux parties comme ça, comme convention de prêt ou bien une avance, et des personnes physiques ne sont pas la rôle. Donc, c'est-à-dire pour eux, elle peut se considérer, c'est comme des recettes que vous ne l'avez pas déclarées avant, par exemple. Moi, je ne défends pas la position de ce agent. Par exemple, moi, je crois, voilà, par exemple, le papa, c'est le fakdran. Mais pour l'agent, les impôts, il est où le justificatif de c'est le fak? Donc, il n'y a pas. Oui, oui, justement, on a حابين نفهموا كيفاش les impôts يخمموا, c'est ça, parce que هو يخمم, par exemple, هو toute recette دخلت عندك في الكونت bancaire, vous l'avez pas déclaré, donc هو il va vous taxer, il va pénaliser على هاد la recette. Donc, il y a un relevé bancaire, donc il y a les montants, 5 millions, 1 million, 10 000 dinars, 5 000 dinars. Donc, le total de crédit
Donc voilà, قال هذا هو le total تاع la recette تاعك. تقول له لا فوالا هذا بري هذا je sais pas هذا c'est une avance un fournisseur un client عاود رجع له je sais هكا. Mais هذا point par point. Donc vous devrez avoir les pièces justificatives. Donc, pour le E, pour les pièces justificatives, il dit que si c'est un prêt, donc vous devrez avoir une convention de prêt. Convention de prêt, ça veut dire, par exemple, avoir avec la banque, donc allez, avec des personnes, il dit que voilà, vous devrez avoir, il y a une tierce personne qui vous autorise. Ou là, quand on a deux entreprises, il y a le cachet, peut-être ils vont accepter, c'est-à-dire les deux. Mais entre le papa et un membre de famille, donc là, c'est-à-dire, pour eux, c'est pas justifié. S'il n'y a pas Et une... est-ce que c'est rétrograde? On va dire, mais si un jour ils me demandent de justifier, ils n'acceptent pas, là je peux faire un truc en rétrograde. C'est-à-dire on régularise comme quoi, oui, j'ai fait, c'est faisable. Oui, c'est-à-dire si on peut faire la régularisation, maintenant, juste le problème c'est que la date. Une date ultérieure, je sais. Oui, c'est la date ultérieure, ça pose pas de problème. Enfin, une date antérieure plutôt. Oui, c'est ça. C'est-à-dire qu'il faut trouver un notaire qui vous fait une reconnaissance de dette. Un notaire, il ne va pas accepter. Un avocat, oui. Parce que la reconnaissance des dettes, l'avocat. L'avocat يقدر يديرها. Oui, OK, c'est une bonne information quand même. Ça c'est bien ça. Oui. On doit se protéger parce que ça des fois ماشي صح كامل نتسلفوا باش نشريو à mesure. Notaire, il va jamais accepter de faire des dates parce que les actes, il doit passer, il doit faire l'enregistrement. Donc c'est difficile. Et si le fournisseur, la deuxième question qui m'a dit, je crois que c'était le fournisseur taille, j'ai acheté une machine chez lui, il m'a donné la facture, il m'a donné un calendrier de paiement échéancier. Il est accepté parce que c'est une cachette à l'entreprise. Oui, mais est-ce que لازم يتخلص في العام هذاك par rapport à la TVA ou est-ce que la TVA récupérera le jour de la facture, le jour de la déclaration ou je la récupère au fur et à mesure des échéanciers? Non, pour le TVA, tu as les immobilisations. C'est ça. Les charges, oui. Les charges, ils doivent être, c'est-à-dire l'actif. C'est-à-dire ils doivent avoir règle. Mais pour les immobilisations, non. Les immobilisations, c'est-à-dire parce que malheureusement, je comme charge. Il n'y a que par pourcentage de l'amortissement. Donc je peux récupérer la TVA malgré que j'ai pas récupéré. J'ai pas réglé toute, c'est-à-dire l'immobilisation. Et justement, parce que des fois, on a des échéanciers qui m'en ont une machine, elle a 2 ans. Donc, même la TVA, je dois la récupérer, c'est ça. Oui, c'est ça la loi. Oui, vous pouvez récupérer. Quand on achète une machine, je récupère la TVA tarif. Après, on en prend en fonction du calendrier de paiement. Donc, dès le départ, la seule solution qui reste devant nous, d'après ce que j'ai compris, il vaut mieux s'entendre sur un échéancier de paiement avec le fournisseur. Mais avec justificatif, avec un papier, c'est-à-dire il me donne un calendrier et tout. C'est protégé vis-à-vis des impôts. C'est mieux que le crédit et tout ça. Oui, c'est ça. Merci. Je vous remercie. Il y avait une autre question, donc on va voir. Est-ce que je dois déclarer à mon comptable les factures de matériel? Oui, bien sûr. C'est-à-dire, de préférence, si j'ai des factures. Donc, et surtout, le problème, c'est qu'il a demandé à la facture, une facture, alors l'autre côté, il a en gros, il va me déclarer. Donc, il m'a déclaré comme TVA sur achat. Demain, je peux avoir des problèmes pour demander la vérification de soit sur pièce, soit ma comptabilité. Donc, tout, c'est-à-dire facture émise à mon laboratoire, je dois donner, j'ai pas le choix, je dois donner au comptable. Maintenant, si j'ai des bons de livraison, il faut faire très attention. Des fois, le fournisseur libère en gros, il y a que le bon de livraison, il y a que un bon. Peut-être que la facture,
mais هو من بعد يدير على اسمك لا فاكتور. Des fois, c'est pour ça les gens, des fois on a des contribuables, ماشي لاش كاع هذاك الفورنيسور وهو il a fait de vente de gros من بعد ما عقلش على لي فورنيسور donc il va facturer à n'importe qui. Donc, c'est-à-dire pour le laboratoire, il doit faire très attention, il doit travailler, et surtout des matériels d'investissement. Donc, il doit travailler soit avec un bon de commande ou là avec un contrat, comme quoi c'est lui qui a autorisé ou bien fait la demande d'achat. Donc, on doit, un fournisseur, il peut déclarer à l'écoute, mais ça risque, c'est-à-dire il y a des erreurs comme ça. Ou bien il déclarait quand ما كانش على بالك. انت ما كنتش عارف بلي كاع اصلا دار لك فاكتور قال بالك دار لي غير عطاني ان بون بو pardon un bon de livraison. Avec le bon de livraison le comptable il va pas le déclarer. Donc bon de livraison le comptable عاود ما خبرنيش ما قاليش voilà attention هذا c'est un bon de livraison. Et après le fournisseur il déclare la facture هو sauf انت ما راكش récupérer. Donc là, il faut, c'est-à-dire un comptable qui gère un document de bon de livraison. Des fois, il c'est-à-dire facture numéro, bon de livraison numéro, la même fois. Donc, comme comptable, il a le client c'est un bon de livraison. Vous devrez soit réclamer la facture. Donc, on peut voir le risque que le fournisseur nous déclare et nous, on l'a pas. Maître, j'ai une question. Oui. Allô? Oui, Fadal. Ma question c'était est-ce que je dois séparer entre les factures d'immobilisation des équipements avec des factures de consommateurs? Oui. Est-ce que je dois me séparer pour le comptable? Oui, au niveau de la comptabilité, ils sont séparés. C'est ça ma question. Oui, au niveau de comptabilité, ils sont séparés. C'est-à-dire l'autre, ils sont inscrits dans les charges. Il a qu'on a fait le régime réel, donc on fait par exemple le compte des résultats. Donc il a qu'on a fait G13, donc on chauffe qu'il y a certains ils comme charge. Donc les immobilisations, c'est comme les annuités, l'amortissement, donc déclaré. Même pour les déclarations de la TVA, la G50, la TVA, les consommables, les achats, stocks et tout ça, les services, et les TVA sur immobilisation, donc je dois les séparer à chaque fois pour le comptable. Oui. Je dois déclarer à chaque fois. Oui, voilà, c'est un IMO, c'est un stock. Donc, soit stock service. Parce que des fois, c'est vrai, il a raison, docteur Chiban. Des fois, on qui a les factures, tu achètes une machine, bah, il y a le stock de démarrage qui mérite le. Des fois, c'est. Des fois c'est gratuit. Mais bon, on doit dans ce cas exiger non de la machine et le réactif c'est ça. Oui, c'est ça, c'est-à-dire même la déclaration, la G50, la TVA sur achat les immobilisations, il va le noter l'autre il dira et le bilan, c'est-à-dire G13 c'est-à-dire les charges d'un stock et les achats les amortissements Merci. S'il vous plaît, j'ai une question. Oui. Alors, parfois, ça nous arrive, je pense tous, d'oublier des factures. Oui. C'est juste qu'on a oublié de les déclarer. Oui. Et j'aimerais savoir quelles sont les conséquences. Par exemple, qu'il y a des factures, sûrement le fournisseur ou le sous-traitant doit déclarer. Ou un instant déclaré. Oui. Quelles sont les conséquences? Je ne sais pas, le redressement ou je sais pas. Bon, l'État, c'est-à-dire l'administration fiscale, il vous donne une année pour déclarer les factures omises. C'est-à-dire, on dit le droit pour déclarer jusqu'à une année. Là, je suis en novembre, donc j'ai jusqu'à le 31/12 de l'année prochaine pour déclarer. Mais sauf je dois le déclarer la TVA, la commande qui compte les TVA omises. Bien c'est-à-dire une régularisation. C'est pas là. C'est juste ça. Donc maintenant, s'il n'y a pas une omission citée là, وحطيت le G13 تاعي واكتشفتها donc هنا je fais la régularisation l'année prochaine je dois le déclarer et je vais par exemple voilà en cas de contrôle qu'on voit moi c'était une omission
c'est pas du fraude, donc عاود déclarer. Donc la pénalité, donc هنا تاع كيما يقولوا لهم manœuvre frauduleuse. Donc كاين تاع manœuvre frauduleuse الحق رانا عارفين 100% la pénalité. Mais une omission si تغلط c'est juste 25%. Donc c'est ça la différence. Donc انا par exemple il a عرفت une facture سيت هذا العام الجاي عرفت بلي الاخر je dois j'ai le mais je vais pas c'est-à-dire elle va pas être concernée comme charge déductible. Elle sera non déductible. Mais au moins c'est-à-dire il a اكتشفوا les impôts تاعها donc ما غاديش يدخلوا عليه comme manœuvre frauduleuse. Donc juste une omission, juste une erreur de ma part ou du contact تاعي. Bon. Mais هنا إلا ما عرفتها وزد الآخر وهو حس بيا بلي أنا بالعاني ما بغيتش نديكلاريها الآخر دونك هنا قادر يدخل لي في لا مانوف فروديلوز. Et dans le cadre où c'est un oubli, c'est-à-dire même l'année prochaine, on ne va pas se rendre compte de la facture avec et on a oublié de la déclarer. Mais le fournisseur, il l'a déclaré. Est-ce qu'il y a un risque? C'est-à-dire que ce n'était pas exprès, c'est un oubli. Oui, je sais. Donc là, au niveau des impôts, on doit justifier quand c'était une omission. Une omission, et c'est pas la faute. Donc avec une lettre justificative, de minimum, vous nous pénalisez de 25% au lieu de 100%. Peut-être que si on montre qu'on a payé généralement le matériel et tout, on le paye les factures de façon générale par chèque. Oui. Peut-être que si on a un chèque, la copie du chèque, ça peut prouver qu'on n'avait pas l'intention de. Oui, c'est ça, c'est ça. C'est-à-dire qu'on croit si on peut, il y avait des omissions et on peut avoir des erreurs, ça c'est clair. Donc il n'y a pas une comptabilité correcte à 100%, même eux ils font des erreurs. Là, on doit juste justifier que c'était en omission, c'est pas, on n'a pas voulu faire du fraude, donc on peut défendre. Hein, et après, si même au niveau de la commission, il n'accepte pas, donc là, le juge peut, c'est-à-dire accepter le fondement de la société. C'est quand on fait par exemple les déclarations trimestrielles ou la LGC compte A, on paye les impôts, on paye tout ça. Donc, il y a tous les éléments donc, pour ne pas, c'est-à-dire il peut être considéré que ce n'était pas une manœuvre frauduleuse, mais juste une omission ou une erreur. Il y avait une question de si un automate est revendu ou cesse de fonctionner au sein de laboratoire, elle sera retirée du livre journal, c'est-à-dire c'est pas le livre journal, c'est-à-dire le livre des immobilisations. Donc là, c'est-à-dire qu'il nous rejoint les livres des immobilisations. Là, par exemple, le prix date de la cession, donc ou la canne cassée ou la charge en fonctionnement. C'est-à-dire la sortie du livre des immobilisations. Donc c'est pour ça qu'il y a, c'est-à-dire une séance concernant كيفاش هذا l'automate اذا كان revendu ou كيفاش نديكلاريه ولا فزت لي ولا خسر ولا اللي اون بان ولا tout ça. Donc il y a une séance pour expliquer comment on doit faire. Oui, si certains pouvaient couper le son parce que est-ce que de même les personnes qui vont nous prêter de l'argent doivent justifier aussi leur argent? Bon, pour l'instant, les impôts ils sortent sur l'argent. À certains moments, ils ont voulu le faire, mais à ce jour, je pense pas. Je pense pas qu'il y a c'est-à-dire ils demandent les justificatifs de l'argent, sauf s'il y a la vérification de la richesse et tout ça. Donc, oui. Là, oui, elle peut avoir l'argent. Donc, mais à titre automatique, je pense pas. Mais des fois, il y a des qui sont visés ou bien, voilà, ils peuvent lancer une vérification sur la richesse ou bien sur la fortune, qui m'a dit ça. Voilà. S'il vous plaît. Oui. Dans le même sujet, est-ce qu'on peut justifier le prix HADAC par le vente, par exemple, des bijoux en or? Parce que généralement, les bijouteries, ça ne donne jamais des factures. Oui. معناتها حنا كي نبيعوا لهم les bijoux هذوك toujours عندك هذاك l'instant تديها sans facture avec un banc. Oui. Est-ce que ça peut justifier, par exemple, dans ce cas,
avec le mouvement de compte bancaire. Oui. Moi, c'est-à-dire, généralement, les professionnels, qu'est-ce qu'ils font? Ils ont un compte personnel ou bien un compte départ et ils ont un compte professionnel de laboratoire. Donc, les mouvements entre le personnel avec la il peut le justifier, c'est le compte courant, donc voilà, c'est un justificatif. Donc, généralement, les entrepreneurs, qu'est-ce qu'ils font? Ils ont un compte départ, donc, donc on a fait une l'épargne, et, généralement, ils ne demandent pas l'origine de l'argent. Donc, ils mettent l'épargne, et l'épargne, des fois, il le ressort, ou bien ils peuvent faire un virement pour un autre compte bancaire. Donc, هذاك هو اللي غادي يكون un justificatif تاع le compte courant تاع le gérant, les voilà là. Mais c'est juste des fois, voilà, avec le G1, il faut faire très, très attention. Ça veut dire, par exemple, il accepte la nature avec le fond d'aller les pas. Donc, je dois au moins faire une traçabilité. Donc, qu'est-ce que j'ai vendu un bijou là qui m'a donc, c'est ça, G1, c'est pour ça, fait de l'activité G1, il chauffe par exemple un compte courant qui a été versé à laboratoire, mais fait que G1 n'a pas été déclaré avec le montant. Donc, c'est ça le danger, hein, le danger, t'as les revenus. C'est pour ça il y a avec l'imprimé, il y a t'as le G1. Donc, ça doit passer d'abord par un compte personnel. On ne peut pas verser directement sur le compte professionnel. Oui, c'est-à-dire si on peut justifier avec le compte courant, la comptabilité a un compte courant, c'est-à-dire l'associé ou bien. Donc, on doit d'avoir le justificatif, le compte bancaire, c'est pas le compte de caisse ou bien un versement en espèces, parce que c'est pas un justificatif. Donc, mais un virement, un compte personnel, d'épargne ou bien l'argent, donc il est justifié pour le lab. Et du coup, si je reviens De somme. Pour une somme d'argent, par exemple, est-ce qu'il y a un maximum? Pour l'instant, dans ce cas particulier. Oui, oui. Pour l'instant, c'est-à-dire en Algérie, c'est-à-dire il n'y a pas un barème qui fixe, par exemple, au-delà de 10 millions de dinars, est-ce que 5 millions de dinars, 1 million de dinars, il n'y a pas, il n'y a pas, c'est-à-dire une limite pour l'instant. C'est-à-dire à l'heure actuelle, c'est mes connaissances. Mais Homa, ça dépend. Par exemple, ça dépend à la fortune de la personne, ça dépend à la déclaration terre. Donc, voilà, si on, mais l'essentiel, si on a les justificatifs, les biens ou bien les choses ou bien un cas, on n'aura pas de problème. Et du coup, on revient à, c'est-à-dire maintenant, même si on a de l'argent, là, il vaut mieux quand même un compte personnel, un compte épargne, et on fait le virement de compte à compte, de notre compte personnel vers notre compte professionnel. Oui, c'est mieux. C'est plus sécurisé. Oui, c'est ça. C'est plus sécurisé que faire un versement d'espèces, le compte. Directement sur le compte de labo. S'il vous plaît, j'aurais une question. Pour le G1, par exemple, si on vend maintenant, je sais pas, un véhicule ou là, si on a une rentrée d'argent sur notre compte personnel, ça doit figurer sur le G1? Là, c'est-à-dire le G1, c'est les revenus professionnels. D'accord, ok. Tu peux pas le virer sur ton compte. Mais vous avez dit que par rapport aux bijoux d'or, on doit les déclarer que G1. Non, c'est pas des fois, par exemple, on m'a fait avec le G1, par exemple, madame, elle m'a dit que ما عندهاش la facture مع le bijouterie. Ça m'a pas la facture. Donc, أنا versيتهم في le compte à la société وبعت le bijou. Donc, au niveau des impôts, les recettes, ils peuvent يقول لك voilà, c'était des bénéfices à la laboratoire et c'est pas ما جاوش من la vente à la bijouterie. Donc, c'est pour ça qu'il faut faire très attention avec le G1. On manque de pièces justificatives, mais l'origine de l'argent qui a été versé au labo. Et du coup, donc, si on ouvre donc, un compte personnel et on doit le déclarer le compte personnel le G1. Non. Mais un compte personnel ou là, un compte épargne. C'est-à-dire le G1, c'est les revenus professionnels des personnes. Un des revenus professionnels, par exemple, moi, je suis par exemple, un des laboratoires, je fais des formations ou bien j'anime des séminaires
Donc, les revenus, je dois déclarer aussi que le G1. Mais حاجة personnelle ما تدخلش. C'est pour ça qu'il y a c'est pour séparer l'activité personnelle. C'est pour ça qu'il y a les entreprises en URL. Donc, en URL, c'est très simple. Ça veut dire حاجة مكتوبة على اسمي حتى واحد ما يتبعني. نحل URL donc انا كي تكون حاجه من الاخر ما يتبعونيش مي لو بروبليم سي كو في هذا لي في و لو ريجيم سامبليفي كل حاجه على اسمي ما خلصش عليها لي زامبو elle peut être parce que c'est l'activité professionnelle et personnelle sont liées et c'est difficile de séparer par exemple هادو جاو من ressources professionnelles ou هادو جاو من ressources personnelles par exemple héritage je sais pas comme ça. Donc c'est ça, par exemple, les ressources, les dividendes que j'ai touchés ou les bénéfices dans le laboratoire, j'ai acheté des bijoux. Donc j'ai déjà réglé les impôts, j'ai un drame. On bat, il veut me demander une autre taxation. Mais si c'était une URL, donc personne physique, donc ما نخلصش عليها ما يتبعوني عليها ما يحوسوا عليها. Donc c'est ça, c'est pour ça que certaines entreprises ils préfèrent faire un capital de 200 000 dinars ou ils URL. Voilà, باش إلا كان les impôts يتبعوا غير في هذاك l'URL ما يتبعوش في الآخر. Sauf l'URL, il faut avoir une tenue de comptabilité mensuelle. S'il vous plaît, j'ai une question. Oui. Justement, la majorité des laboratoires actuellement, alors on a assimilé que le système réel simplifié. Oui. Est-ce que vous pouvez nous donner URL par exemple? Oui, bien sûr. Oui, bien sûr. Ah bon? Oui. Oui, bien sûr. Non, normalement, là, on n'a pas le droit. Là, Mais comme je dis l'entreprise. Non, non, c'est bon, il y a le décret à 2017, c'est bon, on n'a plus le droit. Bekele, avant la loi à 2017, les laboratoires pouvaient faire en heure et en SAR, je pense, ils avaient gardé les droits. Depuis l'année 2017, c'est bon, on est personne physique, régime réel, on n'a pas le choix. On peut juste basculer du réel au réel la simplifier. Mais, au niveau du registre commerce, il n'y a pas un coût. Que les anciens laboratoires, ils ont des registres de commerce, c'est vrai. Ils pouvaient même faire des associés. Tout. Par rapport à ça, depuis 2017, c'est bon. Je pense que si on voulait faire un registre de commerce, c'est possible. C'est juste que c'est pas trop intéressant pour nous. C'est une question qui se dit. Docteur Moulal. J'ai lu ça à des articles comme quoi c'est bon, depuis 2017, on n'a plus le droit. Peut-être j'ai tort. Au fait, il y a une incohérence. On est une profession libérale, mais au régime réel. Donc, si profession libérale, c'est pas régime réel, et si régime réel, normalement, on est soumis au registre de commerce. Donc, c'est défendable et ça se discute, mais c'est vrai qu'à partir de 2017, il y a eu un mouvement qui a réclamé que les laboratoires d'analyse ne devraient plus avoir de registre de commerce. Mais ça ne veut pas dire que c'est immuable ou que c'est ad vitam aeternam. On peut toujours, si on veut, refaire un mouvement pour avoir les avantages liés au statut qu'il registre de commerce. C'est des arbitrages et donc, normalement, on devrait nous laisser le choix. Oui, je vais vérifier. Donc, si je vais vérifier avec le CNRC, donc s'il y a un code qui existe, toujours maintenant, est-ce que c'est interdit au niveau de l'ordre, au niveau c'est-à-dire ministère des Commerces, on verra. Voilà, par exemple, comme les comptables, ils sont profession libérale, donc ils ont le droit d'avoir une URL ou bien ça. Le médecin, c'est-à-dire ils devront avoir une clinique, c'est-à-dire pour peut avoir ce régime. Parce que même les activités qui sont exclues les FU, ils marquent les cliniques et les laboratoires. Et les cliniques, ils peuvent avoir de ça. Donc, est-ce qu'un laboratoire, c'est interdit pour lui, s'il veut avoir un associé avec un autre, c'est-à-dire avec un autre médecin? Je vais voir. Parce que je pense qu'un c'était interdit où il y a un médecin qui le laboratoire, il trouve en associé avec, je pense ça. Mais si le code, au niveau du code commerce, il existe, c'est-à-dire entreprise de laboratoire,
là, vous avez le droit. Mais si le code, il n'est pas, c'est-à-dire Marash Kain, là, on verra. Maintenant, s'il y a une note interne, mais qu'il a la note, si vous pouvez le partager avec nous, si vous l'avez vu, ou bien si vous l'avez. Moi, je vais confirmer avec les services de CNRC, c'est-à-dire si vous avez le droit d'avoir une URL ou bien un SAP au niveau pour les laboratoires. Merci pour ça. En fait, je vous ai posé cette question à l'âge. Oui. Parce que, moi, je demandais à mon comptable, est-ce que en tant que propriétaire du labo, est-ce que je peux avoir un salaire personnel et qui soit déclaré comme charge? Oui. Maintenant, poste la marge de bénéfice parce qu'elle a un salaire. Et tout ce que je gagne, entre guillemets, il sera considéré comme bénéfice ou il va subir l'IRG, CASNOS, etc. Donc, en tant que personne physique, donc, je vous ai posé la question, justement, si on a cette possibilité de changer, de switcher vers l'EARL, par exemple, c'est justement pour bénéficier de ça. Ouais. Et des autres poursuites, bien sûr, qui m'apportent la richesse et trucs liés à ça. Voilà. Donc il y a deux personnes qui peuvent nous confirmer ça. Il y a le notaire et il y a le CNRC. Mais basculer vers l'heure, ça veut dire qu'il faut avoir un registre de commerce ou pas? Oui. Et quand docteur Zenati, si on a un registre de commerce, la TVA elle saute à 19%. C'est très intéressant. Qui fait? La TVA à 19%, mais 9%. La TVA qu'on paye, nous. Non, même ça reste à 9%. Les actes de médical, on a toujours avec 9%. Vous êtes sûr? Parce que je connais d'autres laboratoires qui avaient des registres de commerce, ils ont payé 19% tout au long de leur carrière. Non, 9%. C'est une erreur du comptable. Ils payaient parce qu'ils avaient un registre de commerce. Non, les actes médicaux sont toujours à 9%. Même s'il y a un registre de commerce? Oui, bien sûr. Oui. Donc les cliniques et tout, par exemple, c'est 9%, c'est pas 19%. Oui, ils font à 9%. Et pour l'exercice de 2026, la loi de finances 2026, même les actes, par exemple, à la restauration, les canidéros, par exemple, la nuitée, ils sont faits à 19%, cette année, ils à 9%. Ok, merci. D'un point de vue, Je pense que les mots par rapport aux charges, c'est plus intéressant pour nous le réel que le registre de commerce. J'ai entendu parler de ça, mais je suis pas sûre. Je comprends pas comment ça se fait. Là, le bénéfice, il est très important. Donc, c'est-à-dire de qu'on voit à la le barème. Donc, des fois, il y a 30%. Donc, on a tout le réel mieux que payer 26% que 30%. Parce que ça dépend à un niveau de recette. Donc, à certains niveaux, le régime réel mieux que le régime simplifié. Mais il y a qu'un des bénéfices sera, donc à 25%, donc ça revient à la même chose. C'est juste l'URL, ils sont plus protégés qu'en personne physique. Mais on doit confirmer. Là, il y a certains les professionnels, beaucoup d'années, il a demandé si c'est interdit. On verra, peut-être c'est interdit quelque chose qui manque. Moi, je sais que s'il y a un code au niveau de CNRC de laboratoire, je vais vérifier. Donc, s'il existe toujours, donc vous avez le droit. S'il n'existe pas... Le code est bloqué. Le code au niveau de CNRC, le code laboratoire, il est bloqué, il n'est plus utile. Parce que l'activité de laboratoire, elle est classée comme activité médicale. L'activité médicale, ce n'est pas une activité commerciale. Il est bloqué actuellement, on n'a plus le droit d'avoir un registre commun. Oui, mais pourquoi les cliniques, ils ont le registre? Mais c'est un certain médical plus que le laboratoire. Mais ce n'est pas des personnes physiques, c'est une clinique qui ressemble à beaucoup de personnes. Oui. C'est-à-dire, moi, si je vais ouvrir un grand laboratoire. Non, une clinique, elle peut être au nom d'un seul propriétaire.
Oui, Je lui dis qu'il y a une grosse incohérence par rapport à ça. On commence à en parler, nous aussi, on se pose des questions. En fait, nous, on a hérité d'une réglementation, personne ne nous a demandé. On s'est installé, on ne peut pas avoir. Le plus cohérent, ce serait qu'on nous laisse le choix d'avoir ou bien un registre de commerce, ou bien chacun selon la nature de son activité. Après, par le passé, il y a eu des collègues, a priori, les moments, ils avaient réclamé de ne plus avoir de registre de commerce pour ne pas subir le commerce. Mais par exemple, il y a des personnes qui peuvent dire je préfère subir les inspections du commerce et ne pas être suivi sur mes biens personnels ou là sur ce que j'ai comme par les impôts. Et on devrait nous laisser le choix. Là, c'est pour ça, c'est-à-dire, s'il y a l'activité de laboratoire, la nomenclature, tu as les activités, tu as le registre commerce. Donc, on verra est-ce que, par exemple, là, je suis en train de voir. Donc, il y a juste, par exemple, une fabrication des produits chimiques, fabrication de réactifs, matériel, façonnage, importation, commerce. Ben, il y a, c'est vrai, et alors on dit là en rouge, laboratoire d'analyse. Donc voilà, c'est quoi? Voilà. Donc là, il demande juste l'autorisation le ministère de la Santé. Donc le décret toujours avec l'exécutif, mais le code, il existe. Donc le code, c'est le 602-105. Donc là, en rouge, ça veut dire il faut un agrément. Mais le code, il est là, hein, le 602-105. Donc voilà, je vais partager avec vous. Voilà. Parce que le code 602-105, laboratoire d'analyse, toute analyse médicale chimique effectuée à titre onéreux, transport d'échantillons biologiques et tout ça. Donc voilà, le code, il existe toujours. Mais pourquoi vous n'avez pas le droit? Donc je ne sais pas, est-ce que là, parce que on est en rouge, hein, si je peux vous montrer. Donc pour la présentation, elle termine Monsieur Houess à 9h. Donc là, c'est les heures c'est les minutes qu'on a ajoutées pour discuter pour ce point-là. Donc la présentation pour aujourd'hui est terminée. Donc voilà. Donc on continue pour la prochaine séance. Donc voilà, ils sont marqués en rouge pour laboratoire d'analyse. Donc je vais voir confirmer ça avec le registre de commerce et on va avoir la réponse. Et vous êtes mieux placé, mieux que moi, hein, pour connaître ce problème parce que c'est, je pense, soit vous devrez avoir un agrément pour ouvrir en tant qu'entreprise. Et ça, je ne sais pas, peut-être c'est difficile de l'avoir, hein, parce que pour le personne morale, vous devrez avoir au niveau un statut au niveau de Nanterre. Donc il faut avoir la dénomination et ensuite un agrément au nom de la dénomination de la nouvelle société. Ben, je vous remercie pour votre présence et pour ce échange. Donc, moi, parce que c'est un point très essentiel, hein, c'est marrant de l'avoir ici comme code qui existe et vous n'avez pas le droit de l'exercer. Donc ça, je sais pas, on va voir. Je demande peut-être des confrères ou bien
s'ils ont des clients qui sont régis avec une personne morale. Donc, je vous remercie. Donc, je vous dis la prochaine séance. Donc, Radin, partager avec vous le lien de la documentation. Donc, Radin, le document, le vidéo pour vos confrères qui n'ont pas, ou bien pour vous, si vous voulez reconsulter le live. Donc, je vous remercie et je vous dis bonne soirée à vous tous. Merci.